Oui. On va commencer. Donc, on va commencer par la présentation sur le crédit impôt recherche, donc qui rentre dans le cadre du cycle de l'innovation et dans le cadre du financement du cycle de l'innovation et de la R&D des entreprises. Alors, deux mots de présentation. Donc, nous sommes le cabinet FIDAL. Le cabinet FIDAL est un cabinet d'avocats. C'est le premier cabinet d'avocats d'affaires en France, par le chiffre d'affaires. Il a 90 bureaux dans les différentes régions et grandes villes de France, 1400 avocats, une maison ancienne puisqu'elle a 92 ans, environ 350 millions de chiffre d'affaires, 80 000 clients, et nous sommes spécialisés dans tous les domaines du droit des affaires. 11 groupes métiers, 8 lignes de spécialité fiscale, juridique, que ce soit le droit économique, la fiscalité, directe, indirecte, les prix de transfert, la banque, finance, assurance et tous les domaines de l'innovation, que ce soit la propriété intellectuelle sur le plan juridique et technique, le droit des contrats, le droit des sociétés, le financement des entreprises, bref, nous avons des lignes de compétences complètes. Alors, pour entrer dans le thème du jour, c'est-à-dire le crédit d'impôt recherche, qui, du point de vue des MDD, c'est-à-dire des marques distributeurs, est une activité particulière. Les marques distributeurs aujourd'hui sont confrontées à une contrainte et un challenge d'innovation. Il est utile de clarifier un certain nombre de points concernant le crédit d'impôt recherche et le crédit d'impôt innovation. Très rapidement, les objectifs initiaux du dispositif. Donc vous savez peut-être ou pas, c'est un dispositif qui existe depuis longtemps. Donc les objectifs du crédit d'impôt, c'est inciter les entreprises à accroître leur effort d'innovation et de R&D, parce que c'est vecteur de croissance et d'emploi. Et le but, c'est de restituer une partie des dépenses réalisées par l'entreprise pour réaliser cette innovation et R&D sous forme de crédit d'impôt. Ce qui est important, c'est qu'il n'y a aucune condition de réussite qui est attachée au crédit d'impôt, puisqu'on est dans le risque technique. Que vous fassiez des développements et que les développements aboutissent ou n'aboutissent pas, ça ne change rien sur la prise en compte et l'éligibilité au crédit d'impôt recherche. On accepte l'échec. Le crédit d'impôt, lorsqu'il n'est pas récupéré tout de suite, il fait l'objet d'une demande de remboursement à échéance au plus tard d'une période de 3 ans. Notion très importante, c'est une aide qui est très très importante en montant. Aujourd'hui, c'est la deuxième niche fiscale de l'IS, c'était la première avant le CICE et depuis le CICE, c'est la deuxième. Ça représente un coût budgétaire très important, de l'ordre de presque 6 milliards d'euros par an. Et le crédit impôt recherche totalise à lui seul près de 60% de l'ensemble des aides à l'innovation. C'est-à-dire si on additionne toutes les avances remboursables, le crédit d'impôt et toutes les subventions dédiées à l'innovation et à la R&D, le crédit d'impôt recherche, c'est 60%, donc c'est colossal. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un dispositif très attractif, très intéressant du point de vue des montants, mais il faut être extrêmement prudent parce que c'est un dispositif qui est complexe. Il est complexe pour plusieurs raisons. D'abord, parce qu'il y a une notion qu'il faut clarifier, qu'on va clarifier tout de suite, dans quelques instants, c'est la notion de périmètre technique éligible. Comment reconnaît-on si un projet de développement est éligible ou non au crédit d'impôt recherche? On va le voir. Deuxième chose, c'est rapprocher un projet de développement avec sa valorisation. Troisième point complexe, c'est que c'est un dispositif qui est déclaratif, c'est-à-dire que vous déclarez comme vous déclarez votre impôt sur le revenu. Quand vous faites une subvention, il faut que vous donniez tous les éléments de justification avant d'avoir le financement. Là, le crédit d'impôt recherche, vous remettez une déclaration à l'administration, vous déclarez le montant et l'administration contrôle après. C'est la complexité du dispositif. Donc il y a beaucoup de contrôles, des contrôles qui peuvent être longs. Et l'expérience du contrôle montre que l'administration fait preuve d'une exigence croissante sur la justification des crédits d'impôt recherche. Alors, la notion d'éligibilité technique, c'est un point important puisque tout commence par la technique. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a 3 critères qui sont nécessaires pour qu'on puisse valider qu'un projet est éligible.
Ces 3 critères sont des critères qui s'ajoutent les uns aux autres. Le premier critère, c'est qu'un projet doit avoir un caractère technique novateur, c'est-à-dire que par rapport à l'ensemble des techniques qui existent et les connaissances techniques qui existent dans l'état de l'art, il faut que votre produit se démarque par une originalité technique. Hein. Donc, 1, caractère innovant. 2, il faut qu'on puisse identifier au démarrage des travaux que le développement n'est pas simple et qu'il y a un certain nombre d'obstacles techniques à surmonter, des verrous, des aléas ou des incertitudes, donc il faut qu'il y ait des complexités à résoudre. Que ces complexités et ces verrous doivent être résolus par des travaux qui se distinguent des travaux que l'on a l'habitude de réaliser pour résoudre les difficultés auxquelles on est confronté couramment. C'est-à-dire, il ne faut pas que ce soit de l'ingénierie classique, il ne faut pas que ce soit une ingénierie de routine, il faut qu'on choisisse des modes de résolution qui soient nouveaux, qu'on soit à la limite de la maîtrise technique, donc que les travaux que l'on réalise soient des travaux de type R&D. On va explorer de nouvelles voies, on va explorer de nouveaux modes de résolution, on va aller au-delà de ce que l'on a l'habitude de faire. Ça, c'est le deuxième critère. Troisième critère, puisque le projet est innovant, puisqu'on a résolu des verrous, qu'on les a surmontés par de la R&D, il faut que je puisse dire qu'à la fin du projet, quelle est la valeur ajoutée technique que j'ai retirée? En quoi est-ce que, comparé au début du projet, quelle est la compétence que j'ai acquise, quel est le savoir-faire que j'ai acquis, quelle est la conclusion technique à laquelle je suis arrivé. Et je répète que ce soit dans le cadre d'un projet qui aboutisse ou dans le cadre d'un projet qui n'aboutisse pas, même lorsqu'un projet n'aboutit pas, on a toujours des leçons à en tirer et il y a toujours quelque chose à apprendre et une valeur ajoutée à en retirer. Donc ces notions d'éligibilité technique est très très important puisque c'est sur la base de ces définitions que l'administration apprécie l'éligibilité d'un projet. Il y a une notion qui est centrale dans le crédit d'impôt recherche, c'est la notion d'état de l'art. Une notion qui est souvent mal comprise par l'entreprise, qui confond l'état de l'art avec ce qu'elle sait, qui confond l'état de l'art avec ce que font les quelques concurrents immédiats par rapport auxquels on a l'habitude de se déterminer ou de se positionner. L'état de l'art, c'est différent. Donc ici, l'état de l'art, c'est qu'est-ce que c'est? D'abord, qu'est-ce que ça ne comprend pas, l'état de l'art? L'état de l'art, c'est l'ensemble des connaissances qui sont accessibles et disponibles et auxquelles je me réfère lorsque je démarre un développement. Lorsque je démarre un développement et que je suis confronté à un problème, première chose, je vais aller consulter des bases de données techniques, je vais voir si dans la littérature technique scientifique des difficultés semblables à celles auxquelles j'étais confronté ont été résolues. Je vais consulter des bases de données et pas seulement mon savoir à moi ou le savoir de l'entreprise, c'est vraiment le savoir, l'état de l'art en général, c'est-à-dire c'est l'état des informations auxquelles l'homme de métier, c'est-à-dire quelqu'un qui est normalement compétent dans son métier, les bases de données auxquelles il peut se référer pour avoir des informations techniques et, ou scientifiques. Ces informations ne doivent pas être confidentielles, c'est-à-dire elles doivent être accessibles et disponibles. Donc, ne font pas partie de l'état de l'art tous les documents qui sont secrets et non accessibles. L'état de l'art, ce n'est pas non plus l'état de la concurrence. Ce n'est pas parce que mon concurrent a trouvé quelque chose, a trouvé une solution, que cette solution est accessible et disponible. Elle peut être couverte par le secret industriel, donc je n'y ai pas accès. Donc si je n'y ai pas accès, ça ne fait pas partie de l'état de l'art. L'état de l'art et l'innovation ne signifient pas forcément que je dois rechercher un produit qui est dans une rupture technologique par rapport à l'existant. La rupture technologique, on en fait très peu. Ça arrive tous les 15 ans, tous les 20 ans. En revanche, avant de faire des ruptures technologiques, il y a des améliorations. Il y a ce qu'on appelle l'innovation incrémentale. C'est-à-dire qu'on va rajouter une difficulté, ensuite une autre difficulté, et à force de rajouter des difficultés, de résoudre des difficultés, un jour, on peut peut-être prétendre arriver à une rupture technologique. Donc l'état de l'art, c'est cet état de référence auquel on se réfère pour dire mon projet est innovant ou il n'est pas innovant. La technique à laquelle je suis confronté, la difficulté est une vraie difficulté parce qu'elle a été ou non résolue par rapport à l'état de l'art. Donc l'état de l'art est vraiment la référence et l'étalon par rapport auquel on va positionner à la fois la notion d'innovation et à la fois la notion de complexité et de R&D. Et il faut toujours illustrer cette
objectifs en termes d'état de l'art par des performances à atteindre. Et quand on affiche des performances qui sont importantes, on voit clairement si ces performances vont au-delà des performances qui existent dans l'état de l'art. Alors, ne pas confondre R&D et innovation. On a toujours tendance à faire cette confusion. L'innovation fait partie de la R&D, mais la R&D ne fait pas partie de l'innovation. La R&D englobe tous les travaux de création entrepris de façon systématique en vue d'accroître la somme des connaissances pour de nouvelles applications. Donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, la R&D ne peut pas résulter de travaux d'ingénierie de routine. Alors que l'innovation, oui. L'innovation, ce sont des moyens de différenciation technologique, méthodologique, commercial, marketing, qui permettent de développer de nouveaux services, procédés, produits concurrentiels sur des marchés solvables. Mais ça ne résulte pas forcément de travaux de R&D. On peut être inventif, on peut être malin, on peut créer un nouveau service. Blablacar, par exemple, c'est innovant, c'est un nouveau service. Est-ce qu'il y a de la R&D pour Blablacar ? Je ne suis pas certain. Uber, c'est un nouveau service, on en pense ce qu'on veut, mais est-ce qu'il y a de la R&D à la base de cette innovation? Je ne suis pas certain non plus. Alors, ça signifie quoi? Ça signifie que Blablacar ou Uber, si jamais il y a de l'innovation mais il n'y a pas de R&D, eh ben, s'il n'y a pas de R&D, Blablacar et puis Uber ou BT ou ce que vous voulez, ne seraient pas éligibles au crédit d'impôt recherche. Alors c'est d'ailleurs un problème parce que on s'est rendu compte qu'en France, on est très bon dans le domaine de la recherche, parce qu'on croyait que les vraies difficultés liées à l'innovation, c'est la recherche, et une fois qu'on a résolu les difficultés techniques, le reste est très simple, et on s'est rendu compte qu'on est bon dans la recherche, mais qu'on est très mauvais en innovation. C'est-à-dire toute la distance qu'il y a entre la résolution des risques techniques et la mise sur le marché de produits innovants, c'est un autre métier, et ce n'est pas aussi simple qu'on le pense. Alors, c'est la raison pour laquelle, en 2013, je ne sais pas si vous êtes au courant, mais l'administration a décidé de créer un crédit d'impôt innovation. Crédit d'impôt innovation, à l'intérieur du crédit d'impôt recherche, c'est un petit compartiment qui est destiné aux entreprises qui font de l'innovation sans forcément faire de la recherche. Et on peut bénéficier de l'un comme de l'autre, pas forcément de l'un ou de l'autre, mais le crédit d'impôt innovation est particulier par rapport au crédit impôt recherche. Les particularités du crédit d'impôt innovation, c'est que c'est réservé aux PME au sens communautaire. Donc pas toutes les entreprises, alors que le crédit d'impôt recherche est accessible à toutes les entreprises, qu'elles soient PME au sens communautaire ou pas. Je vous rappelle que PME au sens communautaire sont des entreprises qui ont moins de 250 salariés en consolidé, et un bilan et chiffre d'affaires respectivement de 45 ou 7 et 51 millions d'euros. Voilà, en consolidé. Consolidé, ça signifie que si cette même société est détenue par un groupe, je dois tenir compte des participations. Je ne rentre pas dans les détails, on n'a pas le temps. Mais c'est réservé aux PME au sens communautaire. Ça concerne les activités d'innovation. Je vais expliquer ce que c'est que ces activités d'innovation. Et à la différence du crédit d'impôt recherche, le crédit d'impôt innovation est plafonné. C'est-à-dire l'ensemble de l'assiette des dépenses que je peux valoriser ne peut pas excéder 400 000 euros. Et le crédit d'impôt innovation représente 20% de ces 400 000 euros, donc 80 000 euros. Mon crédit d'impôt innovation ne peut pas dépasser 80 000 euros, alors que le crédit d'impôt recherche, lui, n'est pas plafonné, et il y a des entreprises qui peuvent toucher tous les ans 10, 15, 17, 20 millions d'euros, il n'y a pas de plafonnement. Donc le C2I, c'est un petit compartiment, un peu expérimental pour le moment, dont le rôle pourrait peut-être être amené à se développer, à prendre en tout cas une place un peu plus importante. Donc je vous rappelle que le crédit d'impôt recherche, c'est 30% de l'assiette, le crédit d'impôt innovation est non plafonné, alors que le crédit d'impôt innovation, c'est 20% et plafonné à 80 000 euros. Alors, sur les activités innovantes éligibles au C2I, vous savez que normalement, il y a 4 grandes catégories d'innovation. Il y a les innovations de produits, les innovations de procédés, les innovations d'organisation et les innovations de commercialisation. Sur ces 4 domaines d'innovation, il n'y en a qu'un qui est éligible au crédit d'impôt innovation. C'est le premier, vous voyez, c'est l'innovation de produits. Et l'innovation de produits, ce sont les innovations qui permettent de créer des biens corporels ou incorporels. Et ces biens corporels ou incorporels, eh bien, doivent
être nouveau, considéré comme nouveau dans le marché de référence de l'entreprise. Les services nouveaux dont j'ai parlé tout à l'heure, Uber, Mythique, Blabla, toutes ces sociétés et activités qui aujourd'hui sont très importantes, malheureusement, ne sont pas éligibles au crédit d'impôt recherche. Enfin, du moins dans le compartiment crédit d'impôt innovation. Oui, des questions? Non? C'est-à-dire qu'il ne finance pas du tout le matériel. Le matériel, oui. Mais l'immatériel, non. Le service, non. Parce que dans le produit, si vous voulez, vous avez le matériel et l'immatériel. Par exemple, on va considérer qu'un ordinateur, c'est matériel, le logiciel, c'est immatériel. Mais ça rentre dans l'innovation de produit. Le logiciel est un produit. D'accord? Pardon? On a la moitié du temps. Oui, je vais... voilà, donc pour qu'un produit soit éligible, il faut qu'il soit nouveau sur le marché de référence. Est-ce que le CIR et le C2I sont complémentaires ou concurrents? Je crois qu'ils sont complémentaires. Il y a des projets qui sont crédits d'impôt recherche, d'autres projets qui sont crédits d'impôt innovation. On a commencé à 10, hein, oui. Donc ce sont des deux compartiments qui sont distincts. Hein. Là, j'ai retracé un petit peu le type de travaux éligibles au C2I, le type de travaux éligibles au CIR. On va regarder le crédit impôt recherche, pour en regarder un, vous allez comprendre le reste. Donc, mes projets, il faut que je regarde si mes projets ont un caractère innovant dans l'état de l'art. Si les solutions que je recherche sont accessibles et disponibles dans l'état de l'art, ça va signifier que mon projet n'est pas innovant et donc il n'est pas éligible au CIR. En revanche, si la solution n'est pas dans l'état de l'art, moi je vais être obligé de mobiliser de la matière grise pour rechercher les solutions que je n'ai pas trouvées dans l'état de l'art. Donc je vais avoir des verrous que je vais résoudre, que je vais devoir passer par des travaux R&D, c'est une condition sine qua non pour qu'ils soient éligibles. Et à ce moment-là, à la sortie, j'aurai une contribution scientifique et technique, des nouvelles connaissances qui pourront être éligibles au crédit d'impôt recherche. Le crédit d'impôt innovation, c'est la même chose, sauf qu'il n'y a pas cette condition de R&D. Je peux très bien innover en ayant recours à des techniques que je maîtrise et que je connais, parce que ce que je vais retenir, c'est le côté innovant et pas le côté R&D des travaux que je vais, des produits que je vais créer. Alors, pour prendre des exemples, par exemple, dans le domaine agroalimentaire, des nouveaux procédés, un exemple de projet éligible au CIR, une amélioration d'annealing, c'est-à-dire c'est une étape de chauffe dans la fabrication d'un film plastique. Pour obtenir un film plastique avec des propriétés de rétractation qui soient compatibles avec une barquette fragile, ça, c'est de la R&D. Par contre, ce qui n'est pas éligible, c'est ajouter un additif qu'on connaît, qui est identifié, et qui a pour conséquence d'augmenter la brillance et masquer un visuel distendu d'un film plastique. À partir du moment où la solution, elle est connue, le moyen, il est connu, ce que je fais, c'est peut-être innovant, mais ce n'est pas du tout de la R&D, parce que ça n'a pas nécessité la résolution de verrous. Autre exemple, dans le domaine, alors toujours dans l'agroalimentaire, dans le domaine de la formulation, amélioration de la tenue d'un biscuit au contact d'une crème dans le cas d'une pâtisserie conservation, ça c'est éligible au crédit d'impôt innovation. Ce qui n'est pas éligible en revanche, c'est l'amélioration de la tenue d'un biscuit au contact d'une crème dans le cas d'une pâtisserie artisanale. Pourquoi? Parce que l'humidité de la crème se transfère au biscuit dans le temps. Il y a une réelle difficulté à maintenir un biscuit croquant pendant 10 jours. Il peut rester croquant pendant 1 heure, pendant 2 heures. S'il faut qu'il reste croquant pendant 2 jours, ça signifie que c'est plus compliqué. Je vais devoir créer des couches barrières. Donc là, c'est du développement. Donc là, c'est de la R&D. Voilà. Je passe sur les exemples parce qu'on manque de temps. Je rappelle que la valorisation, une fois que j'ai un périmètre qui est éligible, pour le valoriser, je peux prendre chacun de ces postes de dépenses. Je prends en compte les amortissements du matériel technique, le personnel technique et scientifique qui a participé au développement. J'ai des dépenses de fonctionnement qui s'ajoutent et qui sont forfaitaires sans que j'aie à les justifier à mon assiette de dépenses. Je rajoute 50% des dépenses de personnel et 75% des dépenses de dotation. Je prends la veille technologique, je prends la normalisation, les brevets si j'en ai, la sous-traitance si j'en ai et si elle est agréée. Tout ça, ça représente l'assiette des dépenses à laquelle j'enlève les subventions si j'en ai touché. Et mon crédit d'impôt recherche, c'est 30% de cette assiette, ou le crédit d'impôt innovation, 20%. Alors, c'est
Tout ce que je dis a l'air simple, mais ce sont des conditions sur lesquelles il faut être extrêmement vigilant, parce que si on n'est pas vigilant et si on n'a pas correctement justifié tout ce que j'ai dit, à l'issue d'un contrôle, l'administration peut requalifier et redresser. Donc il faut bien justifier les projets, bien justifier les dépenses correspondantes, et c'est ce rapprochement entre la justification technique et financière du projet qui permet la sécurisation du crédit impôt recherche. Alors là, très rapidement, parce que je dépasse mon temps, quand on justifie les pièges à éviter, c'est ne jamais vulgariser ce que l'on réalise au prétexte que c'est un vérificateur des impôts qui va venir et que le pauvre, il ne va peut-être pas comprendre. Donc on a tendance à supprimer un peu les difficultés pour que ce soit très... On ne se préoccupe pas de ça. On justifie un projet comme on a l'habitude de le faire, comme vous le faites dans votre profession. C'est à l'administration de se débrouiller pour comprendre, ne jamais essayer de minorer les difficultés ou de les aplanir pour que ce soit accessible à l'inspecteur. Le contrôle, je passe, il est très tatillon. L'administration aujourd'hui a un cahier des charges, elle est très exigeante sur les informations qu'elle demande et il est très très important de se conformer à ce que demande l'administration pour que les choses se passent bien. Conclusion, participer au CIR et au C2I, c'est vraiment accepter la règle du jeu. Aujourd'hui, l'administration a fixé une règle, il faut absolument s'y conformer. C'est contraignant. C'est un peu casse-pied, mais en même temps, ça a des avantages parce que ça vous force à justifier vos travaux. Et cette justification et cette exigence dans la justification peut aussi avoir des effets positifs. C'est-à-dire que ça peut vous permettre, comme je le dis, de bénéficier d'économies d'échelle pour accéder à d'autres financements complémentaires. Si un projet est bien présenté, s'il est bien justifié, en complément du CIR, je peux demander par exemple une aide complémentaire à BPI. Je peux aller voir ma région et le département et demander une aide complémentaire parce que les critères de justification sont communs. Donc si je justifie bien mon crédit d'impôt recherche et si je me conforme à ce formalisme, eh bien non seulement je suis dans les clous du contrôle, mais en plus je peux prétendre à d'autres financements complémentaires. Voilà. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, je suis bien entendu à votre disposition. Merci, monsieur. Bonjour, Ariane Boyadzakis, je suis responsable du secteur agroalimentaire à la direction de l'innovation de BPI France. Donc on va poursuivre sur le financement, les aides directes à l'innovation en complément du crédit impôt recherche. On pourra bien sûr revenir à la fin sur les questions, il y aura un temps de questions, vos questions sont les bienvenues. Donc en complément du crédit impôt recherche, donc il y a des financements directs, il y a de l'accompagnement, il y a du soutien pour mener à bien son projet d'innovation. Ce n'est pas du tout incompatible et on va voir qu'est-ce que peut vous proposer BPI France. Alors, mon présentation s'articulera autour de 4 points. D'abord, brièvement, qui nous sommes. On reviendra sur la définition de l'innovation, le financement et finalement, je l'illustrerai par quelques projets. Ah oui, c'est vrai, c'est mieux comme ça. Voilà. Donc, BPI France, pour ceux qui ne nous connaissent pas, c'est la banque publique d'investissement qui a été créée pour apporter l'ensemble des financements dont a besoin une entreprise pour croître, depuis la création d'entreprise jusqu'à la cotation en bourse. Tous les besoins de financement, que ce soit du haut de bilan des fonds propres, du crédit bancaire, des aides à l'innovation et aussi en partenariat avec Business France et la COFAS, on a des financements et des accompagnements à l'export. Donc c'est une force de frappe très importante mise en place par l'État. Vous voyez, en 2014, nous avons mobilisé 22 milliards d'euros pour les entreprises. Nous avons accompagné 86 000 entreprises. Vous avez ici les chiffres de notre activité. Alors, comment on est organisé? On est organisé au plus proche des entreprises via un réseau de directions régionales, dont je vous montrais la carte. Nous sommes présents dans toutes les régions de France. Et au sein de chaque direction régionale, vous trouvez l'ensemble des métiers dont je vous ai parlé qui sont représentés. Vous avez le chargé d'affaires innovation, le chargé d'affaires financement crédit bancaire garantie. Garantie, c'est le métier de partage de risque avec les banquiers ou les apporteurs de fonds propres. Donc,
donc on couvre le risque pour les PME pour que celles-ci aient plus de financement de la part du privé. Vous avez aussi un responsable fonds propres, un responsable Business France, COFAS. Donc au sein de ces directions régionales, vous avez l'ensemble des services d'accompagnement et de financement. Donc voici la carte des régions. Donc sur notre site internet, vous retrouvez les coordonnées de nos directions régionales. Donc nous nous déplaçons, nous rencontrons les entreprises, nous allons les voir et nous leur proposons des financements adaptés à leurs besoins. Alors, définition de l'innovation. Avant de parler de financement, bien sûr, vous avez eu la présentation de M. Sarian qui vous a bien expliqué la différence entre R&D et innovation. Je ne vais pas revenir dessus. La différence entre la R&D qui consiste à acquérir des connaissances. L'innovation, c'est finalement apporter à l'entreprise un avantage concurrentiel par rapport au marché. Et ça se traduit par différents types d'innovation. On n'a pas que l'innovation technologique qui est bien connue, on a toutes les formes d'innovation et c'est toutes les formes d'innovation que finance BPI France. Moi, je voulais simplement vous reporter sur un ouvrage qui a été publié par la filière agroalimentaire, par l'ensemble des acteurs du secteur agroalimentaire. Vous avez ici les références Internet. Vous pourrez aller retrouver. C'est un guide qui a vocation à expliquer qu'est-ce que l'innovation dans le secteur agroalimentaire, appréhender les particularités de ce secteur. Donc vous avez à gauche un exemple de ce qu'on peut appeler innovation incrémentale. C'est des termes qu'on retrouve pour vous familiariser. Donc là, c'était une baguette faite à partir de blé dur. Donc à la différence du blé tendre, on a adapté le process pour faire une baguette 100% blé dur. Et à droite, vous avez une jeune société qui a proposé du vinaigre, des condiments à couper au couteau pour faire des jolies présentations. Et là, on est plutôt dans une innovation de rupture par rapport à ce que l'on connaît. Ici, c'est pour illustrer les innovations de procédés de packaging. Donc, procédé à gauche, c'est un robot qui permet d'emboîter les calissons d'Aix. Et à droite, vous avez la coopérative Cristal Union qui a développé un emballage 100% vert à base de produits recyclables. Donc, c'est le sucre qui emballe le sucre. Donc, comment, même dans un secteur comme le sucre, on arrive à avoir des innovations assez significatives via l'emballage. Pour finir, l'innovation organisationnelle aussi, c'est une composante très forte de l'innovation. Comment organiser les équipes, comment organiser l'échange d'informations, les procédés au sein de l'entreprise pour être plus performants. Et dans ce domaine, vous avez l'entreprise Poult qui s'illustre par l'entreprise Libérée qui a supprimé tous les échelons de direction pour rendre plus fluide, plus transparent l'échange d'informations, la prise de décision. Et pour finir, l'innovation de service, c'est par exemple cette société Saveur et Vie qui propose des plats préparés adaptés aux besoins nutritionnels des seniors, partant du constat qu'il y a de plus en plus de seniors et ils ont des besoins nutritionnels particuliers. C'est comment apporter le plat cuisiné à domicile et couvrir ces besoins. Donc voilà comment on peut illustrer la diversité des innovations dans le secteur agroalimentaire et qui ouvre beaucoup de perspectives dans ce domaine. Alors on va attaquer tout de suite le financement à proprement dit, donc les aides à l'innovation. C'est le produit phare de BPI France. C'est d'abord sous forme de subvention dans les phases amont du projet. Donc, c'est avant de lancer son projet d'innovation, il faut se poser les bonnes questions en termes de propriété industrielle. Donc, ça peut être faire appel à un cabinet d'avocats pour aider à protéger ces innovations, à discuter avec des partenaires, à écrire un contrat de collaboration. Ça peut être faire appel à un centre technique pour lever des incertitudes avant d'entamer son projet d'innovation. Et c'est des financements qui sont mis en place grâce au ministère de l'Agriculture qui nous octroie des fonds tous les ans pour mettre en place ces subventions jusqu'à 50 000 € dans le secteur agroalimentaire.
Et puis après, quand on passe vraiment dans la réalisation du projet d'innovation, hein, jusqu'à l'atteinte d'un prototype, jusqu'à être prêt pour conquérir le marché, ce sont des aides qui vont de 50 000 € à 1 million d'euros, soit sous forme d'avance remboursable, c'est-à-dire c'est une avance de trésorerie, à la différence encore une fois du crédit d'impôt recherche, c'est l'avance de trésorerie qui est remboursée si le projet est un succès. Voilà, donc c'est le partage de risque et qui devient une subvention pour l'entreprise si le projet est un échec, ou c'est un prêt à taux zéro. Voilà, donc ces financements sont accessibles aux entreprises de moins de 2000 personnes et sous certaines conditions les filiales de groupe. Vous avez aussi le Fonds unique interministériel. Donc, c'est un appel à projet qui a lieu 2 fois par an dans le cadre des pôles de compétitivité. Vous savez, ces structures en région qui sont là sur des thématiques pour fédérer les acteurs, entreprises, acteurs de la recherche autour de projets d'innovation qui assurent une animation sectorielle. Vous avez ici la carte pour vous rapprocher des pôles de votre région. Donc, ce sont des financements sous forme de subventions labellisé par un pôle de compétitivité qui associe au minimum 2 entreprises et un labo, pour des budgets allant au-delà de 1,5 million d'euros. Et le prochain appel à projet, enfin l'appel à projet en cours, se clôture le 29 avril 2016. Sur le site compétitivité.gouv.fr, vous avez le texte de l'appel à projet qui se renouvelle tous les ans. Il y en aura un autre à l'automne. Alors, nous mettons aussi en œuvre des financements dans le cadre des investissements d'avenir. Donc, c'est une enveloppe qui est de l'État, qui est dédiée à des opérateurs pour financer de l'innovation et aussi de l'industrialisation. C'est pourquoi cet appel à projet s'appelle Projet industriel d'avenir, hein, redonner un nouveau souffle à l'industrie dans notre pays. Donc, il finance à la fois de la R&D et de l'investissement productif pour les PME. Donc, non seulement vous avez la R&D, mais on peut financer du matériel de production. C'est tout à fait intéressant. Avec avance remboursable, donc encore une fois, le mécanisme de partage de risque et la subvention. Donc, des financements assez attractifs. Que ce soit une entreprise ou plusieurs entreprises qui s'associent entre elles. Et il y a un deuxième volet, je donne pour information, il s'agit aussi de structurer des filières, de favoriser le rapprochement d'entreprises pour créer des plateformes de services, mutualiser les compétences, mutualiser des services de logistique. Donc, ce n'est pas du tout de la R&D, ou ça peut l'être, hein, c'est comment rapprocher les entreprises autour d'un objet commun. Là, ce sont des projets de plus de 1,5 million d'euros qui sont attendus. Et vous avez encore une fois le site internet pour avoir le cahier des charges complet. Voilà. Je poursuis avec le prêt innovation parce qu'une fois que le projet d'innovation est fait, on passe à l'étape d'un lancement industriel et commercial. Et là, on peut vous proposer un prêt innovation dans le cadre de notre partenariat avec les fonds européens. C'est un prêt bonifié, donc à moins de 1%, pouvant aller jusqu'à 5 millions d'euros sur une durée de 7 ans. Donc un prêt assez long, sans garantie ni sur les biens de l'entreprise, ni sur les biens de l'entrepreneur. C'est du financement à la fois de l'immatériel et du lancement industriel de l'entreprise. Donc ça va en aval du projet d'innovation, voilà, pour couvrir toute la chaîne. Pour finir, un autre prêt qui peut vous intéresser dans le cadre des investissements d'avenir, c'est le prêt robotique, aussi un prêt à taux bonifié, donc moins de 1%, avec les mêmes caractéristiques, donc jusqu'à 5 millions d'euros, sans garantie, sans caution personnelle de l'entrepreneur, un prêt relativement long, avec 2 ans de différé. Qui va financer les investissements de robotique parce que l'État a constaté le retard de la France en la matière et donc nous a confié ce prêt qui connaît un très grand succès d'ailleurs dans le secteur agroalimentaire où les besoins en robotique sont très importants.
Voilà. Sur le volet fonds propres, je vous disais, BPI France peut vous apporter l'ensemble des financements. Nous avons le fonds Capagro qui a été créé avec nos partenaires Sophie Protéol et Tereos, qui va apporter des fonds en capital des entreprises pour les phases post-innovation, donc des tickets à partir de 100 000 €, tout à fait accessibles aux entreprises qui recherchent des fonds propres. Vous savez, dans le secteur agroalimentaire, c'est une problématique importante. Je signale bien sûr que c'est un fonds qui agit en totale indépendance par rapport à Sophie Protéol et Tereos dans le cadre réglementé. Alors, je vous ai dit qu'au-delà des accompagnements aussi, au-delà des financements, il y a des missions d'accompagnement que propose BPI France, comme l'aide au diagnostic design. C'est un nouveau outil qu'on a lancé cette année pour sensibiliser les entreprises à l'intérêt du design, pour qu'elles puissent intégrer dans la conception de leurs produits les besoins des consommateurs, aussi bien dans l'emballage, dans la fonctionnalité du produit. Donc, on va financer jusqu'à 50% l'apport d'un designer dans l'entreprise qui va faire un diagnostic disponible pour l'entreprise. Voilà. Donc, quelques exemples. Je vous ai mis des exemples qu'on a financés en 2015. D'abord, le concours mondial de l'innovation. C'est un concours dans le cadre des investissements d'avenir aussi. Je ne vous en ai pas parlé dans la présentation des outils parce que c'est un financement qui a été ouvert en 2015 et qui va l'être aussi à partir de l'automne. Donc, vous pourrez suivre l'actualité sur notre site internet dès l'ouverture de ce concours. Je vous rappelle simplement que suite aux travaux de la commission Lauvergeon, qui a défini des priorités pour faire de la France un champion à l'horizon 2050, il y a l'ambition protéines du végétal. Donc, comment nourrir la population mondiale qui augmente, comment nourrir 9 milliards d'habitants à l'horizon 2050, avec des nouvelles sources de protéines végétales, coproduits, nouvelles sources de protéines d'insectes ou d'autres. Donc, nouvelles sources de protéines, c'est ce thème que l'entreprise Tereos, pour laquelle a été soutenue donc en 2015 pour des analogues de viande à base de protéines de blé. Voilà, donc cet appel à projet sera réouvert normalement à l'automne. Donc c'est des financements de l'ordre de 2 millions d'euros, que ce soit collaboratif ou pas, donc une entreprise ou plusieurs, pour financer la R&D et une très bonne promotion via ce concours mondial de l'innovation. Voilà. Je finis par 3 exemples sur les projets industriels d'avenir, l'appel à projet que je vous ai présenté tout à l'heure, qui sont proches de votre activité. Donc des financements mis en place en 2015. Pour l'entreprise Yuji, donc, je vous rappelle cet appel à projet financé de la R&D et de l'investissement. Donc là, on a financé l'investissement dans une nouvelle usine de production d'aliments infantiles surgelés. Vous connaissez sans doute la société Yuji qui propose des petites palettes d'aliments surgelés vraiment adaptés aux besoins des plus jeunes enfants. Les établissements moulins qui ont mené un projet collaboratif, donc qui se sont associés à Agir et à Oniris, donc 2 centres de recherche, pour la mise au point de produits de boulangerie diététique. Et enfin, Tribala Noyal, pour le développement de nouveaux produits à base de soja et de chanvre. Voilà. Donc vous retrouvez dans cette plaquette un résumé de notre activité en 2015 avec ces projets notamment et l'ensemble de nos financements résumés. Et bien sûr, nous sommes à votre disposition maintenant pour les questions. Merci de votre attention. Oui, le crédit innovation, on peut l'étaler sur combien d'exercices? Crédit d'impôt innovation, comme le crédit impôt recherche, c'est annuel. Donc, vous avez un projet, je prends un exemple, il démarre en septembre 2015, d'accord ?
Donc de septembre à décembre, vous avez déclaré dans votre CIR 2015. Il se prolonge en 2016. Tant qu'il se prolonge, vous le déclarez sur l'année de déclaration Il n'y a pas suivante. de maximum de 3 ans, par exemple, Non. pour le crédit impôt Il y a des export. projets qui Ouais. durent 6 mois, il y en a qui D'accord. durent 10 ans, il y en a qui durent 2 ans, il y en a qui durent 3 ans. Il n'y a absolument aucune règle. D'accord. Et autre question, ils sont compris dans ce qu'on appelle la règle des minimis, c'est-à-dire les maximums qui sont autorisés par la Commission européenne. Pas le crédit d'impôt Ouais. recherche. Pas le crédit donc, d'impôt de non. recherche. Crédit d'impôt textile, oui. Le Oui. C2I n'est pas dans les minimis, hein, je ne pense pas. Non, D'accord. Ok. Merci. je vous en prie.